Quand j'ai appris que Luca Guadagnino, le réalisateur du merveilleux Call Me By Your Name et de l'horreur en boîte qu'est Challengers, allait réaliser une adaptation d'un livre de William Burroughs, je me suis dit, mince, j'ai 2 semaines pour lire un livre de William Burroughs que je ne possède pas. Je savais que Luca Guadagnino allait sortir un film qui s'appelait Queer, qui sort en février 2025, c'est-à-dire qui est sorti hier en fait. Mais j'ai compris seulement très tard qu'en fait c'était une adaptation du livre Queer de William Burroughs. William Burroughs qui est lui aussi, comme à peu près tous les auteurs dont je parle, dans mon top des meilleurs auteurs de tous les temps, et il est vraiment là-haut avec Kafka dans les meilleurs auteurs du XXe siècle, sans doute, sans discours, vous pouvez pas dire le contraire. William Burroughs est l'auteur d'un chef-d'œuvre absolu qui s'intitule Naked Lunch, que j'ai lu il y a quelques années et qui a changé vraiment toute ma vision de la littérature, que je trouve absolument incroyable, nécessaire de lire, même si voilà, il y a des chances que vous allez rien comprendre. Je dis pas ça en tant que snob, même si je suis snob, mais je dis ça en tant que... Enfin, si vous n'avez pas l'habitude des livres qui ne sont pas traditionnels, vous allez rien comprendre, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en lisant. Donc, Naked Lunch, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui défonce tous les codes de la narration traditionnelle tout en proposant quelque chose d'absolument nécessaire et psychédélique et juste fou et génial. Bref, je me suis dit, il faut absolument que je lise Queer de William Burroughs, il faut aussi que je l'achète, je vais donc aller à Londres pour acheter Queer de William Burroughs. En vrai, c'est pas la seule raison pour laquelle je suis allée à Londres, je vous rassure, mais le but d'achat que j'avais en allant à Londres était de trouver Queer dans une librairie d'occasion anglaise pour l'avoir à 4,99 pounds au lieu de 9,99 pounds. Donc est-ce que ça m'a rentabilisé le voyage? Peut-être pas, sachant que l'Eurostar coûte une blinde absolue, mais j'ai fait ça pour la planète. Mais là je raconte ma vie et vous voyez bien qu'on est dans un hors-sujet total. Donc je suis allée à Londres pour trouver Queer de William Burroughs et je vous montre ce qui s'est passé. J'ai donc acheté Queer de William Burroughs, dont je vais vous parler tout de suite. J'ai acheté ce livre à Judd Books, qui est une super librairie d'occasion, et je l'ai eu à 4,50, donc j'étais vraiment très contente. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous faire d'abord tout mon avis sur Queer que j'ai fini de lire hier, et j'ai fini la préface, l'appendice ce matin, donc je vais vous faire tout ce que j'ai pensé de Queer, et ensuite j'irai voir le film, et je vous parlerai de ce que j'ai pensé du film. Donc, Queer, c'est... bon alors déjà, William Burroughs, c'est un auteur de la Beat Generation, qui est un de mes mouvements préférés aussi, un mouvement qui est hyper intéressant. Vous connaissez sûrement Kerouac, qui est le plus connu, qui a écrit On the Road, et qui était le seul hétérosexuel de la bande. Vous avez dans la Beat Generation Allen Ginsberg, que j'adore, que j'aime de tout mon cœur, et vous avez William Burroughs, qui était un peu le junkie de la bande, qui était... accro à, je pense, à peu près toutes les drogues qui existent, qui a aussi tué sa femme par accident. Quand il est connu, j'ai l'impression qu'il est un peu connu pour ça, donc il a voulu faire le truc où elle met un verre sur sa tête et il tire dans le verre, et en fait il a tiré dans sa tête sans faire exprès. Il était peut-être un peu bourré, bon bref. Passons sur cette histoire, on va pas débattre du féminicide de William Burroughs. Burroughs est vraiment... un des auteurs, je pense, les plus importants du XXe siècle. C'est aussi un absolu génie littéraire qui a compris comment renouveler la forme romanesque. Enfin, c'est vraiment juste incroyable. Il écrit de façon absolument en même temps trop belle et en même temps psychédélique et en même temps totalement horrifique. C'est pas de l'horreur, mais voilà. Je sais plus ce que je disais. Donc William Burroughs est un auteur et il a écrit un premier livre qui s'appelle Junkie, dans lequel on a un personnage, William Lee, qui était aussi, je crois, le pseudo sous lequel il a publié Junkie. William Lee est un personnage qui est littéralement l'alter ego de William Burroughs, c'est-à-dire qu'il est homosexuel et qu'il est accro à toutes les drogues qui existent sur Terre. Et donc, dans Junkie, on suit ce personnage de Lee qui est en plein dans son addiction, bon bref. Et dans Queer, on suit William Lee qui est en... c'est le moment où c'est une vidéo où je vais devoir traduire des choses à la volée, donc ça va être catastrophique encore une fois pour le niveau de français. C'est un livre dans lequel William Lee est en withdrawal, donc il a arrêté de prendre des drogues, il est en manque. William Lee
est en retrait, il a plus de drogue, c'est compliqué, et il est surtout, ce qui est le plus important, il est pris d'un désir absolu pour un jeune homme qui s'appelle Allerton. Et en fait, c'est un livre qui, plus que vraiment le retrait de drogue, même si ça en fait partie parce que William Burroughs explique dans l'appendice que quand vous arrêtez de prendre de la drogue, vous avez un rush qui revient de désir parce que la drogue coupait votre libido. En bref, je vous passe ça. Du coup, c'est surtout un livre sur le désir masculin, le désir homosexuel, et à quel point c'est presque insupportable en fait d'avoir du désir parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas satisfaire de façon vraiment satisfaisante. Il y a des descriptions absolument magnifiques où William Lee explique que il crève d'envie en fait de fondre son corps dans celui d'Allerton, donc vraiment d'arriver à la communion ultime qui est celle que le désir cherche à assouvir et ne peut jamais assouvir. Et c'est absolument trop beau. Je vous lirai peut-être des passages, mais c'est en anglais et mon accent est catastrophique. Mais donc vous avez ces descriptions du désir absolu, et en même temps, on est dans... il écrit ça, William Burroughs, en 1952, quand l'homosexualité vient d'être nommée maladie mentale par je sais pas quel bord de médecin, bon bref. On est dans un moment où c'est pas possible, en fait. C'est pas possible de dire ce désir-là, et c'est absolument invivable de le ressentir parce que vous êtes dans un mélange de ce désir qui envahit votre corps et en même temps d'une culpabilité absolue de pourquoi est-ce que je ressens ça, pourquoi est-ce que je suis queer. Donc premier sujet, le sujet central du livre, c'est vraiment ce désir, cette quête en fait de contact absolu avec un autre être humain et d'impossibilité en fait d'assouvir ce désir de contact. C'est aussi, moi, ce qui m'a particulièrement frappée et qui n'est pas présent dans la préface de Oliver Harris. Moi, ce qui m'a particulièrement frappée et ce que j'ai trouvé vraiment le plus intéressant dans ce livre, c'est que c'est toute une réflexion sur l'espace de la queerness. Donc, c'est pas l'espace de l'homosexualité, c'est pas l'espace LGBT parce que c'est pas ça qu'on disait, que c'est pas du tout équivalent en fait. Queer, pour ceux qui sont pas au courant, je sais pas. Queer à la base c'était donc une insulte qui était proférée envers les personnes homosexuelles, envers les personnes trans. C'est un mot qui, comme le N-word, a été réapproprié par ces personnes discriminées pour en faire une forme de fierté. On était dans les années 1950, donc queer est encore à l'intersection entre l'insulte absolument horrible et le mot réapproprié qui va dire la fierté. Donc vous avez des passages où le personnage principal essaie un peu de se situer justement dans la queerness, est-ce que je suis queer ou pas, tout ce que ça implique de flou, le mot queer, parce que ça veut en même temps, ça veut tout dire et rien dire en même temps, encore plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça a été un peu perdu ça a perdu en force comme mot. Queer à la base, en fait j'explique très mal. Queer à la base c'est un mot anglais qui veut dire bizarre, étrange, donc quelque chose qui sort de la norme. C'est pour ça que c'était utilisé comme insulte à l'égard des personnes homosexuelles, des personnes trans, et donc ça a été réapproprié. C'est bon, là on y arrive. Et donc queer, ça dit à la fois ce sentiment d'étrangeté qui est le sujet principal de tous les romans du XXe siècle, de tous les bons romans du XXe siècle, et en même temps ça dit cette appartenance à une communauté qui n'est pas tout à fait une communauté parce que c'est encore une communauté discriminée et qui sont encore éparpillés en fait, on pourrait parler de diaspora et je pense que je viens de trouver ce qui confirme un peu ma lecture de queer. C'est une forme de diaspora en fait, la queerness, parce que c'est une communauté à laquelle vous appartenez mais c'est une communauté qui n'est pas actée, c'est une communauté qui n'a pas de lieu et c'est une communauté qui ne fait pas communauté parce que personne n'est queer de la même manière, parce qu'en fait c'est un désir, c'est pas une attribution nationale. Et donc vous avez ces personnages, il y en a qui ont l'air queer mais qui le sont pas, il y en a qui le sont mais qui n'ont pas l'air de l'être, et il y a William Lee qui essaie d'ajuster en fait son rapport à la queerness. Est-ce qu'il est queer ou est-ce qu'il est homosexuel? Est-ce que ce sont des choses différentes ou pas? Est-ce qu'on peut être homosexuel sans être queer? Bon bref, c'est plein de questions qui hante un peu l'homosexualité dans les années 1950 et dans tout le XXe siècle et même parfois aujourd'hui. Et donc il y a cette réflexion sur la queerness, donc le fait d'être queer, qui
prend place dans la notion de chronotope. La notion de chronotope, c'est pas un truc compliqué, la manière dont je vais l'expliquer n'est pas compliquée. La notion de chronotope, c'est chez Barthes, qui est donc un théoricien russe de la littérature. Et le chronotope, c'est chrono et topos, donc c'est l'espace-temps, le lieu et le temps. C'est l'assemblage en fait de ces deux éléments. Et ce que fait William Burroughs dans Queer, selon moi, c'est qu'il essaie d'établir les frontières d'un chronotope queer. Donc qu'est-ce que serait un espace et un temps queer? Est-ce que c'est différent du straight chronotope ou pas? C'est quelque chose qui est très présent aussi dans l'œuvre de Virginia Woolf. J'avais lu un article, enfin non pas du tout parce que l'article n'est pas disponible, j'avais lu un résumé d'article sur le queer chronotope dans Orlando de Virginia Woolf. Et donc en fait ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez une communauté qui est une communauté diasporique, je suis pas convaincue, qui est une communauté éparpillée, et en même temps vous avez cette nécessité d'ancrer en fait la communauté. Donc vous avez, c'est un livre qui se passe à Mexico City, vous avez toute une incorporation en fait des hommes homosexuels dans les bars de Mexico City, dans la vie nocturne de Mexico City. Quels bars sont des bars gays et lesquels ne le sont pas, et ça s'inscrit vraiment dans cette tentative de créer en fait un espace queer et un chronotope, parce que vraiment un espace-temps, le temps a aussi une importance énorme, et il y a cette volonté vraiment, cette tentative de créer un chronotope queer et de trouver sa place étant une expression qui est à la fois littérale et figurée, évidemment. En même temps, c'est un livre qui est très très différent des portraits de l'homosexualité qu'on a eu au XXe siècle ou même avant le XXe siècle. C'est William Burroughs, c'était, je pense, le plus américain des Américains. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les armes à feu. Et donc vous êtes en fait dans un roman qui est en même temps très américain et qui en même temps va contre tout ce que les États-Unis prônaient à l'époque, c'est-à-dire l'exclusion totale des personnes homosexuelles. Vous avez cette réappropriation en fait par Burroughs de tous les codes de l'Amérique, les armes à feu, la drogue, un petit peu de l'Amérique bien bas-fond de l'Amérique, et en même temps ça vient de personnages qui sont de fait exclus totalement de cet espace qui est un espace straight et qui doivent créer donc leur propre espace queer. Vous avez aussi dans ce livre donc ce personnage qui cherche à assouvir son désir, et vous avez quelque chose qui va devenir absolument omniprésent dans Naked Lunch, qui est la notion de routine. Donc William Lee fait des routines. Ça veut dire que routine, c'est dans le sens comme un one-man show. Je sais pas comment expliquer ce mot. Il part en fait dans un monologue qui est vraiment un monologue théâtral où il invente quelque chose, et le but c'est de faire rire son audience. Et donc vous avez ces espèces de routines où il part dans des délires un peu presque de l'ordre de l'écriture automatique, donc de la parole automatique, où il parle et il raconte des choses totalement loufoque, et c'est quelque chose qui prendra vraiment place dans Naked Lunch, parce que Naked Lunch c'est un peu que ça, c'est vraiment très halluciné comme livre. Et donc vous avez ces monologues qui se mettent en place, et ça dit aussi d'une certaine manière la volonté de William Lee de trouver sa voix VOX, de donner voix en fait à ce qui se passe à l'intérieur et qui est inattrapable, insaisissable. Il y a un moment, alors bon, ça va être en anglais, je suis désolée, vous allez subir, mais il y a un moment au début où William Lee regarde Allerton, qui est donc le jeune homme pour lequel il a des sentiments. Il le regarde et il veut lui faire un signe, lui dire coucou. Il veut lui faire un signe parce qu'il est assis de l'autre côté de la pièce, bref. Et en fait, là, on entre dans un moment où on se rend compte du self-loathing, de la détestation de soi de William Lee, et à quel point c'est impossible vraiment de vivre avec cette homosexualité. As Lee stood aside to bow in his dignified old-world greeting, there emerged instead a leer of naked lust, wrenched in the pain and hate of his deprived body, and, in simultaneous double exposure, a sweet child's smile of liking and trust, shockingly out of time and place, mutilated and hopeless. Pas de commentaire sur l'accent, merci. Et donc, il fait ce signe pour dire, juste pour dire bonjour à Allerton, et il est pris par une vague
de désir qu'il ancre vraiment dans la honte du fait que juste ce signe a laissé échapper absolument tout le désir qu'il ressentait et je trouve ça incroyable. Enfin voilà, je trouve ça génial. Et donc il y a plein de choses sur la notion d'espace. When Lee talked, he seemed to mean more than what he said. A special emphasis to a word or greeting hinted at a period of familiarity in some other time and place. Il y a vraiment quelque chose. En fait, je pense que ça s'inscrit aussi dans cette question de l'homosexualité, enfin la généalogie de l'homosexualité, le fait qu'elle a toujours existé, le fait qu'elle existe depuis le Satyricon de Pétrone, qui est un des premiers romans qui existe, enfin une des premières formes romanesques qui existent. Et donc vous avez cette idée qu'il y a toujours eu quelque chose de queer, mais qui n'a jamais été ancré vraiment dans le temps et dans l'espace. Et en fait c'est tout ça la difficulté vraiment de la queerness, c'est de réussir à exister dans un chronotope qui n'est pas ancré, qui n'est pas borné, mais qui existe à certains points de la littérature, certains points de l'histoire, certains points de l'art, et comment est-ce qu'on existe dans un espace qui est complètement distillé. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire, c'était très pas du tout organisé. On ne peut pas parler d'un livre de William Burroughs de façon vraiment claire et organisée parce que c'est le principe, c'est que c'est très condensé et en même temps c'est très distillé. Mais en tout cas vraiment, j'ai adoré ce livre et je vous conseille de toute façon de lire William Burroughs. Peut-être lisez ses livres dans l'ordre plutôt que moi qui les lis du plus compliqué, donc le dernier au premier. Mais je pense que c'est vraiment un auteur qui est hyper important à lire, qui est hyper important dans l'histoire littéraire. Pour moi, c'est le génie absolu de la Beat Generation et pourtant c'est le dernier qui s'est mis à écrire. Enfin, il a commencé à écrire à 38 ans. C'est essentiel, je pense, de lire William Burroughs. Et si jamais vous allez voir le film de Luca Guadagnino, je vous conseille de lire le livre de base. Parce que j'ai beau adorer certains films de Luca Guadagnino, je sais qu'il ne fera jamais aussi bien que William Burroughs. Je vous fais très très rapidement mon avis sur le film parce que, comme ça se voit, je suis censée aller autre part que devant mon ordinateur. Donc hier soir, je suis allée voir Queer de Luca Guadagnino et j'ai adoré. Par contre, je pense vraiment pas que c'est un film pour tout le monde, pas dans le sens où c'est particulièrement ardu ou complexe, je pense pas, mais j'ai l'impression que le fait d'avoir lu le livre juste avant, ça aide quand même à vraiment s'immerger dedans. Tandis que si vous connaissez vraiment rien de l'histoire et que vous savez pas trop de quoi ça parle, si vous avez vu seulement l'affiche sur laquelle il y a écrit que c'est genre le film le plus sexy de l'année, vous êtes vraiment pas du tout dans la bonne ligne pour voir le film parce que c'est vraiment pas ça, je trouve. Ce que j'ai trouvé de bien par rapport au livre, c'est que, bon, déjà ça se voit que Luca Guadagnino a bossé un petit peu son sujet et par rapport à tout ce que je disais sur l'idée du chronotope, de l'espace-temps queer, je trouve que c'est quelque chose qui est assez bien repris dans le film. On a déjà dans la première scène de cul une technique qui était faite au début du cinéma quand vraiment on pouvait pas montrer les relations sexuelles à l'écran, qui était que la caméra en fait se déplaçait vers la fenêtre par exemple et on comprenait qu'il se passait quelque chose à l'arrière-plan. Et le fait qu'il réutilise ça dans ce film, je trouve que ça s'inscrit vraiment dans tout ce propos sur l'espace queer, le fait que c'est seulement dans les moments où il y a dissolution des corps ou communion des corps qu'on arrive à toucher à cet espace paradisiaque qui est absolument insaisissable. C'est aussi une notion qui revient dans la troisième partie du film quand ils partent dans la jungle, je vous en dis pas plus, mais il y a la femme. Alors déjà c'est hyper intéressant parce que dans le livre c'est un personnage masculin, le docteur, vous verrez, et ici c'est un personnage féminin, ce que je trouve vraiment bien parce que forcément c'est un roman de l'homosexualité masculine, donc il n'y a vraiment pas de personnage féminin important. Il y a un personnage féminin qui est là juste pour dire que Allerton est peut-être pas 100% gay, vous voyez, ce genre de choses, mais c'est vraiment pas un livre où les personnages féminins ont de l'importance parce que c'est tout simplement un entre-soi masculin
parce que c'est le principe de l'homosexualité masculine. Et du coup, je trouve ça intéressant de la part de Guadagnino d'avoir voulu donner à ce personnage qui est quand même hyper important et qui est la figure de la sagesse en fait dans le film. C'est hyper intéressant d'en avoir fait une femme et d'avoir mis au second plan le mari de cette femme, donc d'avoir inversé en fait les rôles du livre. Je trouve que c'est quelque chose qui montre quand même une volonté de mettre au jour ce qu'il est possible de mettre au jour dans le livre, même si évidemment c'est encore une histoire avec une différence d'âge, mais c'est ce qu'il y a dans le livre et c'est malheureusement historiquement omniprésent dans l'homosexualité masculine. Ce personnage féminin, à un moment donné, dit à William Lee que ce qu'il cherche n'est pas une porte vers un autre espace, mais c'est un miroir. Et je trouve que le fait d'avoir ajouté cette mention de l'espace, ça montre vraiment un peu aux spectateurs qui n'auraient pas lu le livre et surtout qui n'auraient pas lu la préface du livre que c'est vraiment une interrogation sur l'espace et c'est pour ça que toutes les références un petit peu... Enfin, j'ai vu que quelqu'un avait relevé des références un peu trop évidentes à la peinture de Edward Hopper et c'est vrai que les espaces sont vraiment construits comme ça, mais je trouve que ça va encore une fois avec ce propos, la volonté d'accentuer l'espace, la scène, le décor, de montrer que c'est vraiment pas un propos sur une relation homosexuelle qui est celle de Allerton et Lee, mais que c'est vraiment un questionnement sur comment exister dans l'espace et... Attendez, faut que je réponde à un message. C'est vraiment donc une réflexion sur l'espace et c'est pour ça que les références marchent bien, selon moi, même si j'avais pas vu les références à Hopper, mais elles sont tellement ancrées, je trouve, dans notre imaginaire que personnellement c'est pas vraiment quelque chose que je remarque, mais c'est vrai que quand on met le doigt dessus, c'est assez évident. Sur cette question de l'espace queer, il y a aussi quelque chose d'hyper intéressant que fait Guadagnino, c'est que il y a un moment où on se rend compte qu'en fait, l'espace queer par excellence, c'est pas celui de la relation amoureuse, c'est celui de l'amitié et donc de la famille qu'on s'est choisie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est finalement très peu présent dans le livre de Burroughs, enfin très peu présent volontairement. C'est une possibilité qui est amorcée par Burroughs, mais toujours avec beaucoup de cynisme et d'ironie, et finalement ça empêche de percevoir dans le livre que vraiment cette amitié a une place importante. On voit dans le livre à quel point les amitiés sont en fait un thème constant dans la vie de William Lee et que la relation amoureuse n'a beau pas fonctionner, il y a toujours quand même ces autres homosexuels, ces autres queers avec qui on peut être queer de façon unapologétique, donc totale, sans culpabilité. Et il y a une scène dans le film de Guadagnino qui souligne vraiment ça, et j'ai trouvé ça déjà hyper important, mais aussi qui permet de souligner en fait toute la jeunesse du livre. Dans les deux premières parties du film, Guadagnino suit vraiment presque à la lettre le texte de Burroughs, mais dans la troisième partie, il choisit de s'en écarter presque totalement, et il en profite pour faire référence à des éléments de la genèse en fait du livre, quelque chose qui n'était pas du tout montré dans le livre, le roman de Burroughs. Et notamment, on a donc la référence à ce que Burroughs a fait à sa femme, qui montre pour moi que Guadagnino a vraiment lu l'appareil critique de queer. Mais on a aussi cette scène justement d'amitié masculine qui permet vraiment pendant un moment d'atténuer en fait la solitude énorme de William Lee, la solitude qui est le propos du film. C'est pour ça aussi que je dis qu'il faut pas s'attendre à aller voir un petit film sexy, c'est pas ça du tout. C'est vraiment comme justement ce que dit le livre de Burroughs, un livre sur la solitude qui crève le cœur dans l'espace queer, parce que justement c'est un espace qui n'a pas d'espace, c'est un espace qui n'a pas de communauté liée en fait, c'est une communauté diasporique. Et avec le vécu queer vient toute la question de la solitude qui est beaucoup plus difficile. Bon bref, je vais pas entrer dans les détails, il y a quelqu'un je vous mettrai un screen de quelqu'un qui a fait une review sur Letterboxd et il parle de la mélancolie queer théorisée par Judith Butler et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant dans ce cadre-là, donc je vous mets ça là. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que Guadagnino reprenne l'omniprésence des rêves dans le livre. On a des scènes de rêves, ce que déjà je trouve génial au cinéma, enfin en littérature et au cinéma, je trouve ça trop bien comme terrain à explorer parce que c'est le terrain le plus inconnu qui soit. Et donc on a des rêves qui font très l'adaptation du procès de Kafka par Orson Welles, j'ai trouvé, moi ça m'a rappelé ça, qui font très évidemment, qui sont un hommage à Lynch,
même s'il n'était pas mort à l'époque, mais enfin, qui sont quand même en grand dialogue avec le cinéma de Lynch. Ça va avec l'idée que Guadagnino respecte beaucoup la littérature de Burroughs dans le sens où il n'a pas du tout essayé de rendre ce livre normal pour des audiences populaires, enfin pas populaires dans le sens du peuple, mais populaires dans le sens commercial, voilà c'est ça que je voulais dire. Il a vraiment pas dilué en fait le propos pour en faire un film qui plairait à une audience commerciale, mais il a vraiment respecté le fait justement de l'étrangeté même de la queerness, le fait qu'à la base ça désigne quelque chose de bizarre, d'étrange, d'anormal. Et donc il a vraiment respecté ça, et c'est ça, enfin ça me faisait un peu peur en allant voir l'adaptation, parce que c'était vraiment quitte ou double en fait, c'était soit il prenait le livre de Burroughs et il en faisait quelque chose de regardable pour une grande audience, soit il allait vraiment à fond dans le bizarre et il épousait le côté vraiment aérien et en germe d'hallucination de la littérature de Burroughs. Donc je suis très contente qu'il ait respecté ça. Évidemment, à un moment donné, il y a une référence, enfin il y a un Ouroboros, le serpent qui se mange la queue, tout le délire Solway et Coagula, que j'ai trouvé génial. Franchement j'aurais pu crier Solway et Coagula dans le cinéma comme une folle qui passe trop de temps sur Pinterest, mais j'étais hyper contente et ça s'inscrit tellement bien en fait dans toute cette histoire d'intouchabilité, d'impalpabilité du corps de la personne qu'on aime et du désir qui est à la fois qui déborde de honte, et enfin voilà. Franchement j'ai trouvé ça trop bien. Je pense que c'est mon préféré de Guadagnino, même si évidemment j'adore Call Me By Your Name, ne vous méprenez pas, mais pour moi il a vraiment réussi à allier ce qu'il avait fait dans Call Me By Your Name, donc quelque chose de très sincère en fait dans son appréhension, dans la manière dont il appréhende les relations gays, et ce qu'il a essayé de faire avec Challengers qui était raté selon moi, qui était tout ce côté un petit peu expérimental avec la musique qui se coupe. Bon, c'était un petit peu prévisible, à chaque fois qu'il ouvre la porte la musique se coupe, je pense qu'on a compris. Mais il a réussi à allier un peu ces deux choses qu'il essayait de mettre en place. Cette chose qui avait pas trop marché dans Challengers, qui était du coup voilà un peu plus expérimentale dans sa forme, même si dans Challengers c'est quand même très sage. Et là je trouve que ça marche vraiment hyper bien. Déjà je pense qu'un livre de Burroughs était le terrain parfait pour allier propos sur l'homosexualité et expérimentation dans la forme cinématographique. Et franchement j'ai trouvé ça trop bien. Voilà, donc je vous conseille de lire le livre et je vous conseille de voir le film. Je sais pas ce que vaut le film quand on n'a pas lu le livre, et surtout que moi je venais de le finir le matin même, donc j'étais en plein dans l'histoire. Je sais pas ce que ça vaut quand on connaît pas trop la littérature de Burroughs, quand on connaît pas trop la Beat Generation, mais vous me direz si vous avez vu le film et que vous n'avez pas lu le livre, ce que vous en avez pensé. Et vraiment, je vous conseille de lire ce livre parce que malgré toutes ces tares et le fait qu'il est extrêmement problématique, je peux le dire, malgré tout ça, Burroughs c'est vraiment quelqu'un qui a révolutionné, je pense, la forme romanesque, et c'est vraiment un grand génie de la littérature. Donc je vous recommande de le lire, et merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de faire une vidéo un peu je lis un livre parce que le film va sortir, et là c'était mon excuse un peu pour faire une vidéo comme ça. Bref, je suis en retard, donc je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du livre ou du film dans les commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.